J'ai bu du vin assez tard. J'étais destiné à être footballeur professionnel. Jusque l'âge de quasiment une vingtaine d'années, je n'ai quasiment pas bu d'alcool. Une petite coupe de champagne et encore, j'étais pas hyper passionné. Dans le sport, ça s'est pas fait. Je me suis un peu cherché. Je pars à Avise faire une formation d'1 an sur les vignes, le vin. Je suis interpellé par les vins différents. Et c'était assez novateur pour moi, où ça me transporte et c'est un univers assez incroyable. Et moi, je trouve que le vin, c'est un énorme moment de partage. Il est pour moi vital. C'est pas possible de faire un vin sans pouvoir le partager. C'est pas possible d'avoir une cave de Maboule sans pouvoir dire à des potes, je vous invite, on va sortir des vins, ça va être super. Pour moi, c'est inconcevable. Hello les glouters, j'espère que vous allez bien. Petite bouteille à la mer. Vous êtes-vous déjà questionné sur l'origine d'une émotion ressentie après avoir dégusté ou bu une gorgée de vin? Qu'est-ce qui nous touche? Et pourquoi? À quel endroit? Même si après tout, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, des ressentis instinctifs, primitifs, et c'est très bien comme ça, certaines émotions ont une origine intéressante à explorer, et ce, pour mieux comprendre notre sensibilité. L'impact d'un vin, les senteurs d'un bouquet, la vibration de sa chair, l'énergie d'une finale, en fin de compte notre capacité à recevoir le message qu'il nous transmet, sont autant de points qui disent des choses de nous, qui peuvent laisser une empreinte aussi, indélébile parfois, et j'aime ça. Alors confidence pour confidence, de l'émotion, vous en trouverez dans les vins de mon invité du jour. Et pour cette nouvelle émission, découvrons ensemble ce que le vin dit de Frédéric Savard. Vigneron artisan champenois, mondialement reconnu, attachant, libre et sensible de surcroît, vous allez l'adorer, croyez-moi. Pour Glouglou, Fred nous partage ses premiers pas dans le monde du vin, ses passements de jambes aussi pour créer ses propres cuvées chez lui à Écueil, sans oublier son goût, immodéré pour la dégustation, les rencontres, le partage et l'amitié. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés, nul doute que la personnalité de Fred saura vous toucher en plein cœur. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Peeves. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les glouters et bienvenue sur Glouglou, nouvelle émission, nouvel invité. Et je vais vous faire une petite confidence. Je suis très très heureux de passer cet instant avec l'un de mes idoles. Oui, n'ayons pas peur des mots. Vigneron singulier qui produit des vins identitaires en terre champenoise. Bonjour Fred, comment vas-tu? Bonjour Pierre-Yves, ça va très bien. Bon, c'est un honneur d'être chez toi. Je suis extrêmement ravi qu'on puisse partager un petit moment pour essayer de découvrir ce que le vin dit de toi. Tu connais, c'est le concept de l'émission. Tout à fait. Mais tu vois, sans transition aucune, ça va être l'amuse-bouche de ce podcast. Ensemble, c'est l'étiquette de l'invité, donc je vais te demander de te présenter. Let's go. Je me présente, je m'appelle Frédéric Savard, je suis vigneron à Écueil, une commune de la montagne de Reims-Ouest, premier cru, à base de pinot noir, et sinon j'ai 54 ans. Et sinon t'as 54 ans, mais t'en fais 38. Je pense que c'est le terroir d'Écueil qui conserve bien. Ouais, alors le terroir d'Écueil, les amis, on est juste au sud de Reims. Hein. On est un peu au sud de Reims, on est à l'ouest, on est sur ce qu'on appelle la petite montagne ouest, à des terroirs assez sablonneux, qui donnent un petit côté un peu délicat et assez fin du pinot noir. Et les pinots noirs, Dieu sait qu'ils sont très bons ici, parce que quand je vous parle d'idole, c'est parce que moi un jour j'ai rencontré une de tes bouteilles. Et d'ailleurs je vais peut-être te confier cette petite anecdote. Donc c'est plaisir. Je me souviens très bien, c'était en février 2018, ma première virée champenoise. Et je retrouvais un copain qui était à l'époque sommelier au Crayères, un très bel établissement de la ville de Reims. 2 étoiles Michelin, ouais. Et on se retrouve à 22h et il me dit « je t'emmène au Gloupote ». Et donc c'est aussi bien ma première expérience avec tes vins que la première au Gloupote. Et les amis, on en a déjà parlé du Gloupote avec Antoine Bouvet. C'est pour moi la Mecque, c'est un pub où on boit des grands vins. Et de suite, on regarde la carte
et je demande une bouteille de l'Accompli, qui est une de tes cuvées. Et là, le tenancier, le gérant, Stéphane Arion, vient nous voir, il nous change les verres, il nous pose des Altos, qui est une très belle maison, une très belle verrerie. Et il nous dit, ah non, ça, pour les vins de Fred Savard, on change de verre. Et on s'était régalé. Voilà comment je t'avais découvert. Ben, c'est sympa. En plus, l'anecdote, elle est assez incroyable parce que on a connu le Gloupot, nous, il y a à l'âge de 20 ans. Même pour mon épouse, Cécile, elle l'a connu à 17 ans, qui était un pub où on buvait pratiquement essentiellement de la bière. Et Stéphane a eu un tournant un peu avec une passion sur le vin et il l'a dirigé sur le champagne et sur le vin. Et je pense que actuellement c'est l'endroit incontournable de Reims pour les aficionados et ceux qui aiment le champagne et le vin. Ouais, on vous encourage à y aller. Vous connaissez la musique, hein. L'adresse sera évidemment dans les commentaires de l'épisode, sur Spotify, Apple Podcast et j'en passe. Fred, il me tardait en fin de compte de te rencontrer parce que les Glouters le savent, nos auditrices, nos auditeurs, je suis pas là pour apprendre et pour savoir comment tu fais du vin. Parce que justement, on veut savoir tout ce qui est pas marqué derrière la contre-étiquette et à commencer par l'origine, ses souvenirs, c'est les racines, jingle. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Alors Fred, les racines. J'ai une petite question. Quel est ton premier souvenir lié au vin ? Alors c'est un peu compliqué parce que j'ai bu du vin assez tard, parce que j'ai un parcours un peu différent. Je suis issu de la 3e génération. J'avais des grands-parents et mes parents qui faisaient du vin. Par contre, moi, j'étais destiné à autre chose. J'étais destiné à être footballeur professionnel. Donc jusque l'âge de quasiment une vingtaine d'années, je n'ai quasiment pas bu d'alcool. Donc c'était assez restreint, une petite coupe de champagne et encore, j'étais pas hyper passionné. Donc dans le sport, ça s'est pas fait. Donc je me suis un peu cherché et puis là mon père me dit ça serait sympa que tu reviennes. Donc je pars à Avise faire un BPREA, une formation d'1 an sur les vignes, le vin, en formation adulte. Et là, dans ma classe, j'ai un salarié de chez Bollinger, un salarié de chez Krug et le neveu d'Anselme Sellos. Donc on est en 93. Anselme, il était connu, mais pas comme maintenant, quoi. Et pendant cette année-là, je suis interpellé par les vins différents, par les champagnes différents, par déjà l'élevage sous bois, de Krug, de Bollinger et de chez Anselme, où ça me transporte et c'est un univers assez incroyable. Donc la visite chez Anselme, elle est aussi incroyable, hein, parce que quelqu'un qui me parle de vin, qui me parle de vigne, qui me parle de l'amour de son métier, du raisin. Et là, moi, je reviens, je suis assez... j'ai le permis, hein, je prends ma voiture, je rentre dans mon bled et je me dis même, putain, mon père, c'est un tocard, quoi. Et... Parce que tu n'avais jamais eu ces échanges de passion. Exactement, en fait. Exactement. Et je pense qu'à cette époque-là, on parlait pas comme ça du vin et de la champagne et des raisins et de la vinif et du sol, de ce que pouvait apporter le sol dans les vins. Et c'était assez novateur pour moi. Donc... Je prends une claque et pendant mon année, ben voilà, je suis en train de virer de bord, quoi. Je me dis c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Et à partir de là, je deviens un peu fou, quoi. C'est-à-dire que là, ben je lis tous les bouquins sur le vin parce que je suis pratiquement un autodidacte. Donc je lis tous les livres, les revues. Je suis même tout le monde me chambre puisque je connais après je connais les vignerons, je connais leur cuvée et des fois dans l'éducation on me demande même si je connais le chien, les vendangeurs. Donc voilà comment un peu je dirais pas c'est un moment de c'est pas vraiment un vin qui m'a marqué dès le départ. C'est plutôt le métier et cette révolution un peu de la Champagne. Et en fin de compte, donc c'est pas un verre de vin qui un jour t'illumine, c'est
aussi quelque part l'arrêt du foot, quoi. Exactement. Ce stop dans cette carrière que... Après, le vin qui me transporte, il vient après. Je suis déjà dedans. Mais je cherche un jour dans mes lectures, je lis quelque chose sur la Aloubise Leroy et là sur son domaine perso qui est domaine d'Auvenay. Et là je lis la dernière phrase où c'est marqué tout le monde s'arrache la moindre goutte. Et là je me dis c'est pas possible, quoi. Donc il y a la chance d'avoir un caviste à Troyes qui a travaillé à Monaco et qui connaissait Madame Leroy puisqu'elle habitait Monaco et qui lui faisait une allocation. Et quand je sais qu'il a du domaine d'Auvenay, je prends ma voiture et je m'en vais là-bas à Troyes et j'achète 4, 5, 6 bouteilles. Oui, là tu casses ta tirelire. Je casse ma tirelire, mais à l'époque c'était encore raisonnable, entre guillemets, puisque ça n'a rien à voir avec maintenant. Mais bon, effectivement, puisque on parle d'un Oxydurès les boutonniers ou un Aligoté à des prix que je pensais jamais j'aurais mis un prix comme ça sur ces bouteilles. Et ce vin-là m'a complètement retourné. Ouais. Là, tu en as eu au-delà de tes expériences. Là, je me suis dit waouh et j'ai vu encore tout le chemin à parcourir et j'ai vu aussi une vision différente. C'est vraiment quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Donc l'Aloubise Leroy, les amis, c'est effectivement c'est une carte très très rare Pokémon là. Pokémon rare, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Très rare. Et j'ai eu jusqu'à un moment, peut-être pas loin de 36, 42 bouteilles dans ma cave, toutes cuvées confondues. Et d'ailleurs, je sais que tu en as préparé quelques-unes pour après l'émission. Je te remercie. Je t'en demandais pas tant, Fred. Tu vois. Mais c'est adorable. Ceci dit, quand t'es enfant, tu baignes quand même dans ce milieu un peu de la vendange. Tu observes un peu tes grands-parents. C'était ton grand-père, donc. Exactement. Mon grand-père, juste après la Deuxième Guerre mondiale. On ne vivait pas du champagne, donc c'était exclusivement vendu aux grandes maisons, c'était écrasé en cope, et c'était comme ça que la vision je dis pas du mot vigneron, mais c'est que c'était déjà il fallait souvent être double actif. D'avoir un deuxième métier. Moi, mon grand-père, il était aussi, il faisait aussi un peu de culture à côté pour pouvoir vivre. Et voilà. Bien. Et puis au final, toi, depuis quelques années maintenant, c'est quoi, 93, 94 ? Moi, je reviens sur l'exploitation en 94 et je travaille avec mes parents. Et je suis avec mon père, ma mère et la fin de mon grand-père. Donc, au final, pendant 1 an ou 2, on est les 3 générations à travailler ensemble. Là, je m'aperçois que ça va être compliqué parce que je vois un petit peu l'état d'esprit. Et j'arrive avec justement mon année à Avise où j'apprends pas mal de choses et que j'ai une vue complètement différente de ce qui se passait. Et là, j'ai le respect de mon grand-père et de mes parents qui m'ont inculqué aussi une éducation. Mais je me dis, waouh, ça va être compliqué. Et du coup, tu mets combien de temps au moment d'enlever justement les raisins à la cave-cope, au moment où tu t'occupes de tes raisins que tu produis? On commence, j'ai 35 ans, on commence je dis à mon père, écoute, moi c'est ma vision, il faut faire quelque chose, sinon je sais pas ce qui va se passer. Donc en 2005, on retire un petit peu de vin, on retire du vin que je travaille moi-même. Donc mes premières cuvées, donc une cuvée qui s'appelait Dame de Cœur en 2005, pur Chardot. Et puis on fait comme ça jusqu'en 2012. Et en 2012, je pars quasiment avec quasiment 80% de ma prod écrasée à la cope et que je reprends. Bon là, ça se passe pas bien parce que les gens voyaient ça d'un œil un peu pas malsain, mais ouais, il écrase, machin, après, c'est pas normal. Donc j'ai dit hop, stop.
Donc moi, je suis passé de récoltant coopérateur à récoltant manipulant et en 2016 à négociant manipulant. Où là, on a acheté aussi des raisins qui m'ont permis aussi d'avoir une autre vision du métier avec des copains qui sont voisins de parcelles et qui travaillent toute l'année. Moi, je vais pas leur dire comment travailler. On dit ok, on fait pas d'herbicide, pas d'insecticide, travail des sols, pas d'anti-pourri, y a pas de problème. Mais moi, je leur laisse le travail de la vigne. Par contre, nous, on fait la vendange. C'est-à-dire que nous, on cueille les raisins et on les écrase. Et ça vient compléter donc la pro de tes 4 hectares de vigne. Exactement. Bon, bah écoute, on commence à parler un peu terroir là, ça tombe bien, c'est le prochain service. En fin de compte, c'est l'entrée un peu plus copieuse. C'est maintenant jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glou-glou. Terroir, mon cher Fred, un peu du tac au tac. Quelle est ta définition du mot terroir ? Si j'avais une définition du mot terroir, moi je dirais sol, sous-sol, village, exposition, climat, voilà. C'est pas mal, c'est pas clair, mal. Net et précis. Hein ? Ouais. C'est assez direct, mais c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu de soucis avec le mot vin identitaire, parce que j'avais eu un peu des remarques sur le mot identitaire par rapport à la politique. Mais moi, l'identité, c'était un peu ça, ma vision, c'était de dire la décision qu'on prend à la plantation entre le plan, le sol, le porte-greffe, son exposition, et ça, c'était l'identité du futur vin. Et ça, au départ, les gens, ils avaient du mal à le comprendre. Bon, après, ça s'est vite compris, quoi. Ouais, alors c'est vrai s'il faut se mettre à chaque fois à la place de ceux qui réfléchissent pas très bien, on s'en sort plus, parce que vin identitaire, ça n'a rien à voir avec... Je vais pas parler politique, mais entre vin identitaire et ma parcelle qui s'appelle Le Monde des Chrétiens, on s'est dit, Fred, on m'a demandé si j'allais pas un peu loin. Sauf que j'ai dit, le nom de la parcelle, il s'appelle Le Monde des Chrétiens. Et voilà, quoi. C'est pas toi qui l'as inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et on est plusieurs vignerons à avoir ce lieu-dit. Donc, c'était comme ça, quoi. Bon, et si je comprends bien, quand même, depuis ton arrivée en 94, t'as en quelque sorte redécouvert et tu t'es réapproprié ce trésor. Exactement. Qui était dans ta famille. Exactement. Avec... on a une histoire aussi sur le village qui est assez importante parce que moi, je l'ai tout de suite... j'ai pas fait d'école de commerce, mais je suis un peu à l'aise avec le packaging, avec la vision, le commerce. Et il y avait une histoire dans le village, c'est-à-dire que ici, à 2 mètres de la maison où on est, il y avait une chambre froide où les gens venaient greffer. Donc, il y a une sélection massale historique sur le village, en pinot noir. Et ça m'a tout de suite interpellé. En disant l'histoire, elle est belle, elle est incroyable. Les gens venaient ici greffer, donc c'était mon père et la dernière génération à passer le diplôme de greffeur. Et donc moi j'ai dit il faut faire quelque chose là-dessus. Est-ce que, avant qu'on aille plus loin, tu peux dire à nos glouters ce qu'est une sélection massale ? Une sélection massale, elle est issue d'un pied, avec déjà d'un vieux pied qu'on va sélectionner. C'est-à-dire que on va, par rapport à ce qu'on recherche, on va le marquer avec un élastique ou autre chose, et on va pendant 3 ans, on va regarder ce qu'il fait, s'il n'y a pas de maladie, si ça apporte des raisins convenables, avec ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, on le donne au pépiniériste, qui lui va lui mettre un porte-greffe et qu'on va après replanter. Ouais, et ça, c'est pour préserver une diversité génotype. Exactement. Voilà. Alors que sinon, c'est du clonal et tout est pareil. Donc là, tu as une parcelle d'un terrain de foot où tu as
que des clones. Exactement. Minority Report. Exactement. Et toi, l'idée, c'est quand même qu'il y ait Non, mais des petits, des grands, des costauds, des fins, des sveltes. Exactement. Qu'il y ait plein de choses. Exactement. Et du coup, le trésor que tu découvres à Écueil, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire sur ce terroir qui aujourd'hui, bon, c'est ta vie? Ben, c'est ma vie, c'est un terrain d'expérience incroyable. C'est aussi là où on fait du vélo, où j'ai couru, où j'ai fait pas mal de choses. C'est un terrain qui est assez différent parce que on parle tout le temps du sol et de la craie de la Champagne, alors qu'ici on est sur un terroir très sablonneux. T'as des sables. On a des sables qui partent d'un village qui s'appelle Sermier, qui vont jusque chez un pote vigneron, Jérôme Prévost à Gueux, et juste en face Gueux, un autre ami, Alexandre Chartogne, où on a un peu un arc de cercle ou une parenthèse. Et on est sur des majorités de sable qui donnent des choses complètement différentes, qui donnent une salinité différente, qui donnent une délicatesse différente par rapport à la craie ou l'argile. Et je trouve que c'est hyper délicat. Demandez à chaque passionné de vin ce qu'il pense de Rayas. Sur Safre. Exactement. Et ces terroirs, il y en a quelques-uns il y en a d'autres, du moins, au-delà de la Champagne, de ces frontières champenoises, qui font battre ton petit cœur. Ben, il y en a pas mal. Hein. Déjà, on est une grande majorité à aimer la Bourgogne, à adorer la Bourgogne, avec énormément d'amis qui sont en Bourgogne, que ce soit en Côte de Beaune, Chablis, Côte de Nuit, Châlons ou le Mâconnais. Mais j'ai une affection particulière, moi, c'est même pas par rapport à un endroit, mais ça serait plutôt par rapport à des vignerons. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Dans mon parcours, j'ai toujours été impressionné par des visions, des comportements différents, des cépages aussi, mais c'est plutôt comment les gens retravaillent le vin, avec des systèmes de vinification ou des expositions différentes, des choses différentes, des plantations, par exemple des hautes densités. C'est ça qui m'a toujours plus intéressé que, au final, à chaque fois, le côté peut-être, je sais pas comment dire. Terroir ou la déguste pure et dure. Exactement. Il y a un moment, je me souviens, j'étais plus intéressé par alors après c'est un petit peu je suis pas hautain, mais je connaissais quasiment beaucoup de choses ou pratiquement tout sur le vignoble français et sur les dégustations à l'aveugle, et je m'intéressais énormément aux étrangers. Et j'étais curieux de savoir qui faisait bien, pourquoi il faisait bien. Et c'était des vins du Nouveau Monde. Et ça m'intéressait énormément. Parce que c'était des gens qui voulaient faire aussi bien que les vins français. Et donc ça m'a tout de suite interpellé, des domaines qui entre guillemets, qui cassaient la baraque parce qu'ils avaient une autre vision et un peu de la perfection du vin. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que oui, les Glouters, on a un pays incroyable et ça serait bien qu'on le dise peut-être un peu plus. Justement, on est reconnu dans le monde entier pour la qualité de nos vins, de nos la terroirs. Diversité des terroirs et du coup des expressions. C'est assez dingue. Et puis, disons les choses, c'est vrai que depuis notre petit territoire, Cocorico, des fois, le vin étranger, on le regarde un peu, sans être hautain, mais bon, du coin de l'œil. Ben oui. Il faudrait qu'on se dise, ce que tu viens de dire, c'est quand même des gens... Alors déjà, il y a des histoires fabuleuses, il y a des histoires qui se comptent en siècles, bien sûr, aux quatre coins du monde, et c'est des gens qui, pour certains, peut-être la plupart, on va pas faire de généralité ici, se sont dit, mais j'ai envie de faire des grands vins comme la France est capable de nous proposer. Bien sûr. Et donc, c'est beau parce que Dieu sait que le métier, il est compliqué et des choix, il faut en faire tous les jours. Donc, quels sont ces terroirs ou ces rencontres dans le Nouveau Monde qui t'ont marqué? Si tu en avais une ou deux là, à nous donner, à nous partager. Ben, déjà, je suis fanatique des vins italiens. Donc, j'ai été un peu...
J'ai adoré des vieux Barolo. J'y suis allé très tard. Hein. J'ai connu ces vins. J'avais une quarantaine d'années. Je suis allé dans le Piémont. J'ai vu des vieilles familles italiennes qui m'ont bouleversé. Et c'est un cépage, le Nebbiolo, que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Je pense que l'Italie, l'Espagne sont des grands pays du vin. Après, j'ai eu aussi des choses un peu particulières. J'ai eu ma vision un peu Robert Parker avec des vins un peu boisés, des Syrah australiennes, des Cabernet Sauvignon américains que j'achetais toujours pour dire ah tiens on peut faire la différence avec des vins français. Mais bon, on est pas mal en France quand même. Bon, tu m'as mis l'eau à la bouche. On va parler consommation, c'est urgent, c'est le prochain chapitre. Jingle. Glouglou, le podcast à écouter sans modération. Fred Savard. Waouh. C'est l'heure de nous parler, de nous confier, devrais-je dire, ta fréquence de consommation. Tu la connais, c'est la fréquence de consommation Glouglou de 1 à 7 jours semaine. Qu'en est-elle ? Je vais peut-être te décevoir, mais elle n'est pas énorme. Elle était plus importante quand j'étais plus jeune. Après, s'il y a personne qui vient me voir, je ne bois pas. Zéro. Je suis quelqu'un qui aime la vie, je mange pas mal. Donc, j'aime bien manger, j'aime bien boire, mais jamais tout seul. Et j'ai, entre guillemets, la chance d'avoir une épouse qui boit pratiquement pas. Donc, ça sert à rien de boire tout seul. Et moi, je voulais revenir justement sur quelque chose qui m'est important, puisque tu l'as pas souligné, mais quand tu es venu me voir ici, on venait visiter notre domaine et à chaque fois, moi, je terminais toujours par des bouteilles un peu à l'aveugle ou des bouteilles que j'avais avec moi dans ma cave. Et moi, je trouve que le vin, c'est un énorme moment de partage. Et que ce moment-là, si t'es pas à 2, à 3, à 4, tu te fais un peu, tu t'embêtes un peu. Donc moi, ce moment de partage, il est pour moi vital. Et tous les gens qui me connaissent le savent, puisqu'à chaque fois, mon père, il était aussi comme ça, de pouvoir déguster des vins à la maison, d'autres vins. Ah bah tiens. Attends, j'ai une anecdote que je vais vous confier, parce que ce genre d'anecdote, ça touche, et je pense que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. On faisait le compte avant l'émission, je pense que je suis venu te rendre visite pour la première fois il y a 4 ans. Et donc il y a 4 ans, j'étais tout excité de pouvoir venir te rencontrer, goûter les vins. Tu m'avais fait goûter sur fût, etc. C'était génial, on goûte quelques-unes de tes cuvées. Et puis quand même, durant le périple, lorsque vous venez chez Fred, donc on va visiter le cuvier, enfin le chai, cuvier, et puis il y a quand même aussi le cimetière des éléphants. Il y a un gros cimetière. Un gros cimetière d'éléphants. Alors c'est quoi ? C'est en fait tout un lieu qui est dédié aux bouteilles vides, aux belles bouteilles. Aux cadavres, je dirais. Aux cadavres. Et en fait, assez spontanément, mais clairement spontanément, sans idée derrière la tête, je pointe une bouteille parmi donc tous ces cadavres, et c'était une bouteille d'un grand vigneron, mais ça je le découvrirai plus tard, bourguignon, qui s'appelle Pierre-Yves Colin-Moret. Bon, je pointe cette bouteille certainement parce qu'on partage le même prénom, ça s'arrête là. Je pense quand même. Et je te dis, ça, Pierre-Yves Colin-Moret, j'aimerais trop déguster. Point. On fait la visite, on goûte, et puis on vient ce moment où tu poses une carafe sur la table. Je reconnais un vin blanc tranquille, il n'y a pas de bulle. Je goûte, c'était très très bon. C'était déjà pas mal de reconnaître ça. Ouais, merci de me saucer un peu. Et je te dis, mon salaud, je m'autorise en plus cette vulgarité. Si c'est ton coteau champenois, ce qui aurait été une surprise, je me suis dit, c'est sacrément très bon. Et là, avec une délicatesse sans nom et sans mots, avec tes mains, tu viens me déposer un bouchon dans la paume de ma main. J'ouvre ma paume et je vois un bouchon de Pierre-Yves Colin-Moret. J'étais ému et je prenais le train juste derrière pour rentrer à Bordeaux et j'avais encore ce goût de ce vin merveilleux qui avait une patine dingue et puis surtout de ton attention. Ce que j'ai fait là, je le fais quasiment tout le temps. Donc il m'est pratiquement jamais arrivé de les gens qui viennent me visiter, tous les gens avec qui on travaille, professionnels et potes,
J'ai même des copains qui m'ont dit, tu nous fais chier, des fois on connaît même pas tes champagnes. Il dit, t'arrives, paf, t'es excité, tiens, je vais te faire goûter ça. Mais j'aime tellement côté de faire connaître et le vin, ce côté aussi des qualités des vignerons que j'aime, que pour moi c'est plus fort que tout. Et alors, comment tu te sources ? Alors je me source, avant c'était compliqué, parce que je faisais des Sofinco pour acheter du vin. Non mais c'était compliqué. Hein. Fake moi, news ou Non mais j'étais pas de Sofinco mais Cofidis. Ouais, j'ai été quand j'étais encore chez mes parents. J'ai débordé un petit peu. Mes parents, il fallait qu'ils renflouent les comptes. Ensuite, je gagnais un petit peu plus ma vie. Ça se passait pas mal. Et puis au final, c'était un peu comme une drogue. Des fois, je m'interdisais d'aller sur des sites de vin, je m'interdisais d'aller chez le caviste, parce que je savais qu'à chaque fois, c'était... Tu voulais découvrir. Bah ouais, puis c'est pas compliqué, hein, c'était comme une drogue. C'était pas possible que je rentre dans un endroit sans acheter 2, 3, 4, 5 quilles. Allez hop, 1000 balles, 1000 euros, pardon. Allez hop. Et puis ça après, ça fait beaucoup par mois. Même si je continue à acheter beaucoup, puisque maintenant je gagne encore, entre guillemets, un peu mieux ma vie, j'ai la chance d'avoir énormément de potes. Donc là, les échanges. Il y a pas mal d'échanges. Il y a des échanges avec des très très grands vignerons bourguignons, avec tous mes amis corses, puisque mon épouse est d'origine corse. Donc voilà. là, on fait des échanges. Bon, après, ils commencent à être compliqués, eux, hein, parce que quand ils veulent 120 bouteilles, ça fait un peu beaucoup, quoi. Tu peux pas leur dire non. Non, mais même en Loire, j'ai des domaines prestigieux qui jamais dans ma vie j'aurais pensé faire des échanges avec des bourguignons tels que Rouleau. J'ai mon pote Thierry Pillot. C'est vraiment des gens que je respecte énormément. Pareil, tu vois, j'ai des gens de chez Lafleur en Pomerol qui sont venus me visiter. Les Guinaudot, super famille. Omri, là, c'est un Israélien qui travaille pour Lafleur. Tu vois, là, je suis allé chez le chef de cave de chez Ikem, Lorenzo, qui est venu à la maison. Un jour, si on m'avait dit ça, j'aurais dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que le maître de chez Ikem, de chez Lafleur, il vienne chez moi, quoi. Et pourquoi pas ? Parce qu'en fin de compte, tu vois bien qu'au-delà même des titres, des casquettes de chacun, ce qui compte, c'est la passion du vin. Et j'ai l'impression que vous tous qui avez une forte passion, il y a une connexion, mais qui est automatique. Ouais. Puis il y a une connexion. Et puis, je pense que la Champagne, elle a fait beaucoup depuis une vingtaine d'années, avec énormément de vignerons top, hein, tous quasiment mes amis. Bah, t'as proches. des bons copains, ouais. Ouais, j'ai des bons copains là. D'ailleurs, je pars à New York dans 2 jours faire la fête du champagne. Je vais les retrouver là-bas. Mais c'est aussi une culture vin. C'est pas comme avant où je vais donner une anecdote, mais qui est très très significative. C'est que on faisait des bons vins avec mon père, mais on buvait que notre champagne. Et terminé. C'est un anniversaire, un mariage, un événement, on buvait du Daniel Savard. Maintenant, tu viens chez moi, il n'y a jamais de Frédéric Savard. On va goûter un Bérèche, un Chartogne, un Peters, un Prévost. Ça va être ça, ma cave. Par contre, et ça, c'est nouveau. Avant, ça n'existait pas. Donc la vision, elle est quand même assez ouverte. Et je vous invite, les amis, à découvrir le vin des copains vignerons de Fred. Moi, j'ai un peu fait ma culture vin de Champagne. Quand vous allez les trouver. Hein. Voilà, mais moi, c'est grâce à cette bande-là que je pense que je suis tombé profondément amoureux des vins de Champagne. C'est important ce que tu dis, Pierre-Yves, là. C'est pas Champagne, c'est les vins de Champagne. Parce qu'il y a des fois des gens, quand on leur dit vous faites du vin, on est assez interloqué en disant du vin de quoi ? Bah oui, du vin. Bah oui, on fait du vin. C'est déjà du vin de Champagne et du grand vin de Champagne. Alors certes, au départ, c'est une vinif comme des blancs, hein, et ensuite l'effervescence vient d'être en bouteille, mais on fait des grands vins blancs secs. Et oui, vous faites des grands vins blancs secs à base de chardonnay, à base de pinot noir.
j'ai peut-être, je dois te dire, une préférence pour le Pinot Noir, même si en fonction de l'heure, Et de le Pinot l'humeur. Meunier. Et les Pinot Meunier. Je trouve que c'était un peu le parent pauvre, le Pinot Meunier, pendant toute une époque. Mais parce qu'on l'apprenait même en cours. Voilà. Même en cours, on parlait Chardot, Pinot, et puis le Pinot Meunier. Il venait compléter, quoi. Exactement. Et il y a une vague de vignerons avec des grandes majorités de Pinot Meunier même en parcellaire qui sont sortis et ben voilà, ça fait partie intégrante du champagne et de la Champagne et ben ça fait des superbes vins. Chez Raphaël Bérèche. Ah bah oui. Typiquement, Jérôme Dehour. Jérôme Dehour. Benoît Déhu. Bien sûr. Jérôme Prévost, GG qui est à 10 km de chez moi. Alex Chartogne, pareil, qui font des meuniers, des grandes cuvées de meuniers qui sont pour moi très identitaires. Et peut-être que vous vous souvenez, chers Glouters, de l'émission qu'on avait enregistrée avec Fabrice Parisot des Caves du Forum. Il nous disait que lui, en tout cas, il y avait 2 figures qui lui avaient ouvert les yeux et donné envie de travailler dans le monde du vin. Donc, il y avait Pierre Auvernois dans le Jura et puis Anselme Sélos. Et on sent bien que Anselme, pour votre génération, ça a été un phare dans la nuit, parce que à côté, comme tu disais, ça se passait pas comme ça. Il y avait un poids culturel, une inertie. On était plutôt viticulteurs et on venait déposer les raisins à la cave. Tout à fait. Et moi, ce que je prends plaisir au quotidien à voir, c'est cette effervescence qu'il y a pour cette nouvelle génération qui vous voit, vous, incroyable, comme modèle. Incroyable. Déjà, moi, je pense qu'il faudrait lui faire une statue à ce monsieur-là, parce que c'est vraiment quelqu'un, je pense, incroyable, qui a eu une vision qui a été dingue. Et puis, c'est aussi un changement pour moi de la matière première. On n'attachait pas d'importance à la matière première en Champagne. Au raisin. On livrait du champagne aux négociants ou on faisait du vin et on n'accordait pas beaucoup de... On a dit encore il n'y a pas longtemps par rapport à la vendange, il n'a jamais été mis en avant le raisin. Cette matière première qui est fabuleuse. Et maintenant, on s'aperçoit que sans grand raisin, il n'y a pas de grand vin. Donc maintenant, il faut travailler, quoi. Il faut travailler les vignes, il faut sortir des bons raisins, des raisins qui ont du goût, qui ont de la saveur, parce que ça, c'est important. Sans ces raisins qui sont gorgés de sucre ou d'une belle acidité, on fait pas de vin. Et pour le sublimer, ce vin, pour revenir à la consommation, j'ai l'impression quand même que chez vous en Champagne, et particulièrement chez toi et sur cette table sur laquelle on a posé le studio, la verrerie, c'est du sérieux. C'est du sérieux parce que j'ai été aussi, moi, hyper emballé par les verres depuis tout le temps. C'est-à-dire que moi, quand on boit des grands vins, on voit bien quand même qu'il y a une grande différence entre dans un petit verre, dans un gros verre et dans je sais pas, dans ce qu'on disait avant, les blidas pour la Champagne, c'était des petits verres un peu plus gros que des verres à cognac, mais les gens buvaient dans des blidas. Et nous, on a toujours, même avec mes parents, on a attaché une certaine importance, les gens qu'on recevait, parce qu'on recevait beaucoup de particuliers, à servir dans des beaux verres, dans des belles flûtes un peu plus larges que la normale, enfin bref. Et puis, on s'est intéressé encore un peu plus à la verrerie, à Riedel. Et nous, on a une anecdote, un cas incroyable avec Raph Bérèche, Alexandre Chartogne. On va à New York en 2014 pour la première fête du Champagne. Et là, on voit des endroits de malades où on mange déjà très très bien et des verreries de Maboule, quoi. Et là, c'était la marque Zalto et des verres hyper fins. Il y avait ce qu'on appelle l'Universal pour tous les vins, un Bourgogne. Et là, tout le monde buvait dans ces verres-là. Et des verres quand même qui sont assez chers. Et nous, on est revenus, on a dit, mais waouh. Je dis, ils ont tout compris. Ils boivent bon, ils boivent dans des superbes verres. Ça change toute l'expérience. Mais ça change toute l'expérience. Toute l'expérience. Alors imaginez, les amis, quand, et je dois le dire, des fois, on les voit tous autour de nous. Des fois, on s'empresse de sortir les flûtes à champagne dès qu'on ouvre une bouteille. S'il vous plaît, dès que votre famille, je sais pas, votre tante, votre grand-mère a le dos tourné, cassez-les.
Cassez-les. Voilà, je suis un petit peu violent sur le coup, tu m'excuses, c'est l'époque. Hein. Oui, bien sûr. Mais franchement, la flûte, c'est vraiment... Alors, c'est culturel, c'était mondain, c'était champagne, c'était la fête. Mais par contre, pour goûter du vin, il n'y a rien de pire. Ouais, bien sûr. C'est totalement obsolète. D'ailleurs, chez tous les vignerons un peu dignes de ce nom, c'est terminé. Avec une belle verrerie, des belles carafes, ça c'est hyper important. Je sais pas si les gens des fois peuvent se rendre compte le changement entre deux vins avec deux verres différents. C'est à couper au couteau. C'est vraiment dingue. Mais du coup, on arrive encore dans un monde de geeks parce que tu peux en venir à te poser énormément de questions sur plutôt ce verre ou plutôt celui-là pour lui. Bien sûr. Et c'est génial. Mais bien sûr. C'est des fois on se pose même trop de questions. C'est machin, ces trucs, on fait ci, on fait ça, il faut cette forme-là. Une fois que je pense qu'on a chopé son verre, c'est important, mais moi je pense qu'il faut quand même, il faut un verre à rouge, un verre à blanc et un verre à champagne. C'est mathématique. Et ben voilà, pour vos cadeaux de Noël, vous savez quoi demander à Santa Claus. Et ben, un bon verre de vin, donc, pour sublimer un vin et prendre une claque, c'est l'heure des coups de cœur. Jingle. Glou-glou. Pour l'amour du goût. Les glouters, vous l'entendez, ce petit cœur qui bat ? C'est celui de Frédéric Savard, vigneron. Vigneron singulier à Écueil qui nous fait l'honneur et j'ai l'immense joie d'être accueilli chez toi, Fred. Là, on va parler de tes coups de cœur, tes coups de foudre, justement, ces grandes émotions. Tu nous as cité la Loubise Leroy. Cette bouteille quand même où... Bon, t'as pas été déçu du voyage ? Non, pas du tout, non. Quelles seraient les émotions que tu aurais envie de nous confier ? Est-ce qu'il y a une bouteille ? Je peux pas dire une bouteille, c'est pas possible. J'ai des dizaines et des dizaines de bouteilles. J'ai la chance aussi d'avoir un papa qui buvait bien. Alors, très Bordeaux, hein. On a bu des grands Bordeaux, de grandes années, des vieilles années. J'ai une petite anecdote un peu sympa d'un vin, là. C'était Mission Aubryon 89, 100 sur 100 par cœur, hein, cette superbe note. Et un caviste que je connaissais me dit, c'est le second vin de Aubryon, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et je lui avais dit, je sais pas, je dois avoir que une centaine d'euros en poche. Il me dit non, mais pas de problème, comme c'est le second vin de Aubryon, le prix, il est ok. Donc j'avais payé la bouteille, sachant que ça valait pas du tout ce prix-là, quoi. Et sachant que la Mission, les amis, c'est pas le second vin, c'est un domaine à part entière qui est juste de l'autre côté de la route. Il y a une route qui sépare Mission Aubryon d'Aubryon. Et surtout 89, qui était mythique. Côté 100 sur 100, et c'était un truc de malade. Donc sinon après non, je rebondis juste là-dessus. J'ai bu des grands rouges bourguignons. J'ai bu là en ce moment, je bois des grands rouges corses qui m'interpellent. Parle-moi de la Corse. La Corse, c'est un terroir qui t'est cher. On aurait pu le citer tout à l'heure, mais ça aurait peut-être duré longtemps. C'est un terroir qui m'est cher et puis c'est aussi quelque chose de particulier puisque moi je suis avec mon épouse depuis plus d'une trentaine d'années. On s'est connus, on avait 18-19 ans. Donc la Corse, je la connais par cœur. Je pense que je buvais pas dans les premières années, c'était pas terrible. On buvait pas des choses grandioses. Faut dire que sur ces 30 dernières années, c'est là que la révolution opère. Et sur ces 10 dernières, on voit des choses juste incroyables. Incroyables, avec aussi, je pense, une ouverture. Je pense qu'ils se sont aussi ouverts l'esprit. Il y a plus de connexion avec le... Mine de rien, ils rigoleraient, mais avec le continent. Ils utilisent aussi des cépages endémiques. Bien sûr, autochtones. Si on prend toutes les cuvées de Chiabatucci, chez Venturi, chez Gérard Courrèges, Domaine Vacelli. On n'est pas très loin, nous, la maison familiale de mon épouse chez Gérard et de Chiabatucci. Gérard, on se connaît depuis 2-3 ans. Il est plus jeune que moi, mais une belle amitié. Domaine Vacelli. Et ça, il y a des choses magnifiques. C'est un peu le plus bourguignon des Corses. Ouais, c'est un peu le plus bourguignon des Corses. Stylistiquement parlant. Ouais, au niveau bien des sûr. vins. Après, moi, je vois il
Il y a le sud de la Corse, il y a des calcaires de malade. Alors il y a... là, je veux absolument te partager ça parce que c'était stupéfiant. Pour moi, c'est le seul mot qui résume cette découverte. Entre Santa Giulia et Bonifacio, sur cette route, il y a le domaine Zuria, qui est tenu par Christian et Yvan, son fils. Je sais pas si t'y allais. Bah, j'y suis pas allé, mais je connais les vins puisque j'ai un copain qui les distribue, donc forcément je connais, quoi. C'est extraordinaire. Depuis quelques années, ils sont conseillés par Jean-Luc Confuron, donc là un grand vigneron à Pont-de-Bourguignon. Mais ils y sont allés au marteau-piqueur pour planter de la vigne dans ces calcaires. Je vous assure, les amis, en fait, on voit même pas la terre, tout est blanc. On est au bord du précipice. Et puis une famille, des gens bien, authentiques, et des vins d'un toucher de bouche, mais c'est le sud de la Corse avec un terroir sur Bonifacio qui est assez méconnu, hein. Tout le monde, moi de ma génération, tout le monde parlait patrimoniaux, alors que la Corse est quand même assez grande, très variée, et j'aime les vins du côté Ajaccio. J'aime côté Manuventuri là dans le nord, à Pontelecce, les derniers vins de chez Manu sont dingues, sont énormes sur sa partie domaine, parce que c'est un gros domaine, hein. Je l'ai eu au téléphone il y a pas longtemps, il venait de terminer de ses vendanges, 2 mois de vendanges, hein. Je sais pas si les gens peuvent se rendre compte. 2 mois de vendange, les loulous, c'est costaud. C'est très costaud, il était sur les rotules et là, les vins sont magiques, hein, et bon, on les voit même au niveau maintenant à l'international. Là, on part bientôt sur toutes les cartes des grands restaurants à New York, par exemple. Ils y sont tous, quoi. Ah, c'est chouette pour la Corse. C'est chouette. Bon, et au-delà, parce que, en fin de compte, c'est ce que tu nous disais quand même au début. C'est peut-être pas tant une bouteille, mais plus une rencontre. Et on parlait d'Anselme. Si t'avais un ou deux autres vignerons que t'aimerais nous citer ici sur Glouglou, pour que les glouters, au gré de leur curiosité, puissent faire leurs petites recherches, des gens, des personnalités qui t'ont marqué. Des personnalités qui m'ont marqué, il y en a forcément, hein, mais j'ai été quand même... alors je sais pas si tout au départ, parce qu'après je les connais et c'est devenu des amis, mais sur des vidéos, j'ai été assez un peu comme un opercute avec Jean-Louis Chave, que je connais bien, et que j'avais vu une paire de vidéos de lui, pareil, de 6 ou 7e génération, sur Hermitage. C'est tout simplement incroyable, hein. C'est les Syrah, c'est ce côté un peu poivré, épicé, que moi j'adore. Donc c'est des gens que j'ai vus au départ dans des vidéos, et que moi, c'était pour moi inatteignable. Alors que maintenant, on peut s'appeler, on se voit dans des dégustations, on parle ensemble, c'est assez incroyable. Jean-Marc Rouleau, on est potes, c'est un grand monsieur de Meursault, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un que j'adore. Je vais parler de Thibaut Boudignon en Val-de-Loire, qui fait des chenins de ma boule, qui a une énorme personnalité. Si un jour il écoute ça, il pourra rire, mais il fait un travail de dingue sur son terroir, sur sa vision du vin, qui est J'adore ces vins. Et grâce à des mecs comme Thibaut, grand vigneron, là on sent que l'Anjou explose. Il y a enfin cette lumière tant méritée. Bien sûr. Il y a une multitude déjà de terroirs, de sols, sous-sols, d'expositions. T'en parlais, c'était ta définition. Et on a reçu Vanessa Cheruot sur Glouglou. Super nana qui fait des vins dingues sur la butte de Chaume. On pourrait citer Bélargus. Enfin, c'est vrai que l'Anjou, Pierre Ménard. Pas Robert, hein. Non, pas Robert. Ah, vous êtes un peu trop identitaire, hein, monsieur Savard. On va s'arrêter là. Enfin, attends, j'ai une petite question parce que on parle en fin de compte d'émotions et si tu es aussi boulimique de recherche dans ton parcours et tout, c'est parce que tu as une sensibilité qui est forte. Quelle émotion t'aime le plus, ou qu'est-ce qui te touche derrière un vin? Est-ce que tu arrives à percevoir ce qui peut te toucher sur un vin? Je pense que ce qui peut m'émouvoir, c'est peut-être aussi la souffrance de certains parcours,
La difficulté de notre métier qui est immense par rapport à des aléas climatiques, et on le voit en ce moment, hein, c'est le climat change énormément. Nous, on va parler de la Champagne parce qu'on est ici en Champagne. On prend 2021, on prend quasiment 500 mm d'eau juin-juillet. Cette année, c'est quasiment la même chose, avec nos amis au bois qui ont pris ce changement de climat, mais en pleine face cette année, avec des gens qui récoltent pas. Donc c'est dur, hein. On se dit une deuxième année comme ça, et qu'est-ce qui se passe ? On voit que les générations futures seront confrontées à ce climat qui est compliqué pour moi. Voilà. Bon, écoute, je crois qu'il est l'heure de s'humidifier un peu les papilles. C'est l'heure de la dégustation à l'aveugle. Jingle. Blind Tasting. Bon les amis, on est chez Fred Savard, vigneron, champenois, à Écueil. Fred Savard. The Fred Savard. The Bastard, non ? Yes. Il y a quelque chose autour de le bâtard. C'était GB. Gros bâtard. Gros bâtard. Ouais. Et ben voilà pour la. Mais mon rachet surtout. Bon, on va aller faire un tour dans ta cave. Mais avant ça, je viens de te servir donc un verre de vin. Tu as choisi la Varie justement pour l'occasion. On est sur le modèle, quoi. C'est le modèle Pinot Noir de chez Alto. Hein. Exactement, c'est le modèle Bourgogne Alto. Et je pensais que ça lui allait bien, ça irait bien au vin, puisque tu m'as donné un petit détail. Oui. Donc j'ai dit, tiens, on va partir sur ce style de verre, et je trouve que ça lui va pas mal. Donc le détail, parce que j'étais à peu près persuadé que tu l'aurais eu à la dégustation à l'aveugle, c'est qu'il s'agit d'un vin blanc liquoreux. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu auras envie de nous dire sur ce vin ? Qu'est-ce qui te procure comme émotion ? Eh ben, on boit plus tellement de liquoreux, mais ça me fait plaisir d'en boire. Vraiment plaisir. Là, je te disais que là, j'avais une expérience assez incroyable il y a 2 mois chez Ikem, où mon épouse et moi, on a été invités à un des repas chez Ikem, et on a bu des jeunes et des plus vieux, donc c'était intéressant. Je me retrouve un petit peu dans ce vin, belle couleur ambrée, avec des notes un peu abricot qui sont assez incroyables, mais il y a une superbe acidité. Et c'est pas hyper chargé en sucre pour moi, tu vois, c'est pas des fois t'as des liquoreux qui viennent un petit peu t'envahir. Là, je trouve que t'as un superbe équilibre entre le sucre et l'acidité. Après, la provenance, je pense, bon, tu vois, après j'ai c'est des bouteilles un peu à l'aveugle. Je pense un peu découvrir la forme de la bouteille. Donc on est, je pense, bordelais. Ouais. Du côté de Sauternes, du coup, Barsac, Sauternes. Bah ouais, moi j'aurais dit Sauternes si tu veux, un peu dans ce coin-là, mais parce qu'il y a quand même de l'intensité dans le vin. Je pense beaucoup de fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur, vraiment très très impressionné par ce côté un peu tendu même, hein, je trouve. Tendu dans le vin, il y a le sucre, mais je vois les larmes là, ça coule super bien sur la paroi du verre. C'est cette couleur ambrée qui est magnifique là. On aurait même limite, moi je suis pas côté fromage, mais sur des fromages de fou là, tu pourrais faire un accord de ma boule, quoi. Alors je sais pas si ça va t'aider, je vais te donner un indice, parce que le vigneron et l'homme et la famille qui est derrière ça, s'il y a, je pense, je vais essayer de pas dire de conneries, mais un fromage à associer, peut-être qu'il citerait la vieille mimolette. Ah, j'adore. Je suis pas fromage moi en plus, hein. J'aime que 2-3 trucs qui se battent en duel, mais une belle mimolette, ça m'irait bien, quoi. Donc après, je pense que c'est pas tout jeune. Une décennie à peu près en tête. On est en dessous de 2000 pour moi. Mais après, j'ai eu tellement de comment te dire, des fois de surprises dans ces vins-là que après c'est pas, de toute façon c'est pas de 2010 à nos jours, c'est sûr et certain. Après attends, la question simple du coup, tu te régales? Je me régale et c'est le principal. Ouais. Bon.
Bah écoute, moi je vais te dire, là on va s'arrêter là parce que je vais lever le voile. Tiens d'ailleurs, Fred, est-ce que tu peux me passer la bouteille s'il te plaît avec Après, ce si gros... tu me donnes des indices, je peux aller vite. Hein. Ah, je te donne des indices. Ouais. Bah, tu brûles fort. La décennie, on est en dessous de 2000. On est sur une année qui a ses caractéristiques peut-être aussi de fraîcheur pour entrer dans les détails. Est-ce que c'est des années qui sont quand même différentes de la Champagne ? Parce que tu as des années plus ou moins acides, tu vois, en Champagne avec des grosses acidités. Bon, je te donne l'année. Allez. Millésime 1996. Ah bah... en Champagne, c'est un truc de malade parce qu'en Champagne, c'était une année avec une acidité de ma boule. Donc, tu vois, les gens... Alors, pour moi, hein, si ici en Champagne, ça serait maintenant, on reprend 96, on la vendange un peu plus tard. Et au lieu d'avoir 9,6 d'alcool, on aurait peut-être 10,5, 11. T'aurais fait d'autres choix. Ouais. Et les 9 et demi d'acidité qu'on aurait, on aurait eu 8,5, tu vois. Et je pense qu'on aurait eu un équilibre peut-être un peu meilleur, pour moi, hein, pour ma vision, avec des raisins peut-être plus savoureux qu'à 9,5. Sur la Champagne. Et alors là, on est bien à Sauternes. Ok. Donc tu brûles, bon, jette-toi, il faut en citer un. Ouais, c'est compliqué ça maintenant, hein. Ouais, tu m'aurais pas amené un Ikem quand même. Est-ce que j'ai les moyens Non. Non. Mais j'aurais adoré, mais en même temps, est-ce que tu peux juste me rappeler à qui appartenait Ikem ? C'était au comte Lursalus. Bon, ben là, tu brûles. Bon, bah si tu me dis ça, c'est Château de Fargue. Bravo. Plus 10 points pour le soldat Savard. Ouais, bon, après, l'indication, c'est pas compliqué, mais waouh. Alors, c'est toujours pareil, tu m'amènes cette bouteille-là. Mon père a acheté des caisses de 85. Incroyable, tu vois. De Fargue ? Bah, exactement. Énorme. Donc, Château de Fargue 85, je pense qu'on en a encore 2-3 en cave. Et pareil, il aimait les liquoreux. C'était aussi l'époque un peu des Bordeaux rouges et des liquoreux. Donc, on avait une tripotée de vieux liquoreux parce que mon père faisait énormément de ventes aux enchères. Donc, il allait rechercher des vins de Bordeaux avec 30, 40, 50 ans d'âge. Fantastique. Exactement. Et ça, on le dit pas assez, mais c'est vrai qu'on peut tous jouer. Hein. Il y a des ventes aux enchères et on peut acheter des lots de vins, acheter des très vieux millésimes. Alors, des fois, on ne sait pas comment ça a été conservé, mais il faut le dire, des fois, quand même, à des prix qui sont très intéressants. Ouais, hyper intéressant. Et moi, là, je vois l'expérience quasiment de tous les Bordeaux que mon père a achetés, à part peut-être des fois un goût de bouchon sur je sais pas combien de bouteilles. Et c'est la vie. Mais souvent, c'est très très bon. Très très bon. Et je pense que c'est une éducation aussi au niveau des vieux vins. On boit très jeune. Déjà, les gens n'ont pas de cave, beaucoup. C'est quand même compliqué au niveau pour pouvoir acheter. Donc là, moi, sur des vins, sur des ventes aux enchères, je pense qu'on peut se faire déjà hyper plaisir avec des vins qui ont une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années. Ouais. Pensez-y, les Glouters. Et donc là, je t'ai ramené une bouteille chère à mon cœur, Château de Fargue, 1996. Bah bravo. Famille de Lursalus, j'avais envie qu'on se fasse plaisir et qu'on parle. Tu l'as dit, ce qui t'émeut dans le vin, c'est aussi cette idée de souffrance, quelque part. Bien sûr. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, pour Sauternes, pour Barzac, la situation est terrible. Tu l'as dit toi-même, on n'en boit plus. On n'en boit plus alors que les vins, ils ont toujours été merveilleux. Ils le sont encore et ils le seront demain. C'est extraordinaire. Et quand je pense à ce travail, il faut imaginer qu'il y a eu 4 à 5 passages dans les rangs de vignes pour ramasser les raisins, pas au sécateur, au ciseau. Et effectivement, aujourd'hui, donc, on a Philippe de Lursalus, qui est à la tête de la famille, voilà, qui a pris la succession de son papa. Philippe, on l'a rencontré sur Glouglou. Donc je t'invite à aller découvrir peut-être cette émission. Top. C'est une personne d'une grande générosité, une grande culture et puis surtout un sens de l'humour assez exquis. Il faut savoir que Philippe de Lursalus souvent me fait un petit SMS après chaque nouveau épisode pour me dire ce qu'il en a pensé. Et toujours des critiques, vraiment, c'est un peu Télérama. Et quand il y a... Pas mal. J'ai pas encore le 3T. Tu vois, vraiment, j'essaye de travailler dur pour les obtenir. En tout cas, ouais, alors Philippe, on t'embrasse et j'avais envie de te partager son travail et justement pouvoir qu'on puisse accorder une parenthèse pour parler de son vin. Parce que lorsqu'on a tourné l'émission avec Philippe, on n'a pas forcément parlé de Fargue. Et donc, j'avais envie de te partager cette bouteille. J'ai acheté des Fargue 97.
Parce que avec Philippe, mon ami, et c'est une année aussi, je sais, qui est une très 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 belle année dans les liquoreux. Et tu vois, moi, si je devais citer 3 domaines en liquoreux, à part Château Gillette de mes amis Gonémenville, mais je dirais Yquem, Fargues et Clemens. La fraîcheur. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu vois ce que tu disais sur le liquoreux, parce que moi, je travaille depuis 2019 en Wine Globe, là, donc c'est des bonbonnes en verre. Et là, j'ai appris récemment que Clemens allait quasiment faire 70% de sec et 30% de liquoreux. Ouais. Donc on voit un peu la situation qui est compliquée dans ces AOC de prestige. Et que les gens se détournent un petit peu des vins un peu sucrés. C'est un travail considérable et pour lequel on peut tous être partie prenante. D'ailleurs, les amis, on n'est pas obligé de travailler dans le monde du vin pour parler de ces vins de Sauternes, des vins liquoreux. Par pitié, faites-vous plaisir, parce que les accords mets et vins, quand on est gourmand, il n'y a pas mieux. C'est magnifique. Et vous pouvez pas, et au pire, si on se trompe, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de punition, mais ces vins-là, on peut les laisser 3 semaines au frigo, et donc, on peut se faire un verre sur des huîtres, un verre sur le poulet rôti, ça c'est tarte à la crème extraordinaire, sur les fromages, sur les plats épicés, la street food, moi j'adore le mexicain, les piments. Oh là là, c'est dingo. Puis c'est des vins que si on les achète quand on a une trentaine d'années, c'est des vins qu'on peut laisser vieillir 30 ans, qu'on va ressortir à 60 ans, qui n'auront quasiment pas bougé, mais qui vont rester encore frais. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, Château de Fargues à Sauternes, 1996, famille Lursalus. On vous embrasse. Qu'est-ce qu'on mange avec ça, Fred ? Avec ça, moi, je verrais une belle poularde de Bresse. Avec un peu de crème, des morilles, ça m'irait très bien. Ça lui irait très bien, mais vous serez gentil, envoyez-moi ça sur la douce, s'il vous plaît. On n'est pas loin de chez Arnaud Lallemand, donc on pourrait peut-être y passer. Ah, Arnaud Lallemand, ouais, ça me dit quelque chose. Arnaud qui est un chef extraordinaire, 3 étoiles. Chef 3 étoiles, qui représente la Champagne, qui a fait énormément pour le et la Champagne. Un chef qu'on adore. Mais c'est fermé le mercredi. C'est fermé le mercredi, pas de pot. Bon, parlons-en. Là, on y est sur les bonnes adresses, tiens. À Reims, sur les bonnes adresses, c'est la Grande Georgette. C'est un des restaurants d'amis, c'est magnifique. Qui vient d'ouvrir il y a quoi, 1 an et demi ? Exactement. C'était déjà ouvert, mais ça n'avait pas la qualité de maintenant. Là, c'est un chef, Julien, là, qui est avec sa brigade, avec son épouse qui est à l'hôtel, avec Baptiste qui est le directeur. Donc là, c'est vraiment un endroit qu'on adore. Belle carte des vins. Il y a hôtel où vous ouvrez les rideaux, vous êtes nez à nez avec la cathédrale. À la cathédrale. C'est incroyable. Bon, il y a notre ami, mon ami d'enfance, Stéphane Arion du Gloupot. Mon Steph, on t'embrasse si tu écoutes. C'est la Mecque du champagne. C'est vraiment incroyable. Bon, puis après quand même, on est dans une ville. 3 étoiles Michelin Arnaud Lallemand, Les Crayères 2 étoiles, Cazou, Racine 2 étoiles, Philippe Mille, qui a repris Arban, mais qui va avoir, je pense, retrouvé ses 2 étoiles. On a une gastronomie très riche, qui est superbe. On est hyper content d'avoir ça. Le Royal Champagne, j'ai oublié à Épernay. Donc ici, tout va bien. Dès qu'on a des gens, on peut aller quelque part, il n'y a pas de problème. Et quelle est cette petite adresse peut-être secrète, hors des frontières champenoises, ton fief, ton repère, là où tu te sens bien ? Chez moi. C'est là où je me sens bien. Eh ben, on vous mettra l'adresse, les glouters. Vous pourrez sonner à la porte. En plus, vous l'avez entendu, Fred est assez généreux, donc vous goûterez des vins d'ailleurs, et puis peut-être les tiens. Non, mais après, c'est hyper subjectif. Donc, je peux aimer un endroit que les gens vont dire « Ah ouais, au final, c'est pas terrible. » Et puis, ça dépend des moments. Des moments, j'ai peut-être envie d'un peu plus cool, de pas être dans un étoilé avec les codes. J'aime aussi ce côté. Là, je pars pour le travail. Je me rappelle d'un resto qui s'appelle Charlie Bird à New York où on a passé des moments d'enfer où c'était vraiment c'était les vins, la verrerie, tout ce qui allait autour. On a adoré quoi. Charlie Bird. Charlie Bird de New York. New York City.
Je vais te proposer quelque chose, si tu le veux bien, Fred, c'est de créer justement toi ta recette magique. Donc ça, c'est un petit moment, introspection. S'il vous plaît, on peut fermer les yeux, mettre une petite musique d'ambiance. Donc cette recette magique, elle est composée d'un vin, d'un plat, d'un vinyle, parce que je veux en savoir plus sur tes goûts musicaux, d'un lieu, sans oublier la personne avec qui tu as envie de partager cet instant. Alors, un vin, je dirais, pour mon épouse, un blanc de blanc. Après, un vinyle, je dirais Dépêche Mode, pour ma femme, qui adore Dépêche Mode. Je dirais Ajaccio, donc la Corse. Et un plat, je dirais des pâtes à la langouste. Pâte à la langouste, blanc de blanc, mais de chez qui ? De chez... Tu es dans une bibliothèque magique, tu choisis la bouteille. Je choisis ce que je veux. Alors, je sais que ma femme aime quand même les chardons un peu tendus. Je vais partir sur mon pote Adrien Donte, le bateau. Le bateau. De toute manière, il faut le prendre pour aller à Ajaccio, même si tu me diras, on peut prendre l'avion. Non, mais le bateau, c'est pas mal quand même. Hein. Tu vois la référence par rapport... Bravo, non. Donc, le bateau. Donc, ça serait le bateau, Dépêche Mode, la Corse et les pâtes à la langouste. Et puis ton épouse. Et mon épouse. Bon, la recette, elle est magique. Mais elle est pas mal quand même. Elle est plutôt pas mal. Mon épouse et mes filles. Voilà. Écoute, Fred, tu me parlais ballon rond. Moi, j'aime ça, le ballon rond. Tiens, d'ailleurs, t'as une équipe que tu supportes, là, sur le championnat français ? Moi, j'ai toujours aimé Paris. Allez, Paris. Ouais, allez, Paris, mais le monde du foot, maintenant, est un peu strange, quoi. Je trouve que... Bon, c'est l'argent, hein, je vois même par rapport aux joueurs. Il n'y a plus l'amour du maillot comme avant, c'est vraiment différent. Mais bon, j'aime quand même regarder les grands matchs. Bon, allez Paris, écoute, je te propose quelques jongles. On fait ça du tac au tac. Ok, tu peux me faire une petite bicyclette, ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on mange pour faire découvrir tes cuvées ? Qu'est-ce qu'on mange sur l'ouverture 100% Pinot Noir ? Côte de veau. Sur l'accompli ? Sur l'accompli, foie gras. Le Mont-Benoît. Sur le Mont-Benoît, on pourrait partir sur un petit canard. Et enfin, pour sublimer ton 100% chardonnay, le Mont des Chrétiens. Du turbo, du homard, de la langouste, des Saint-Jacques. Et moi, je te remercie. Ça y est, j'ai faim. Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Bon, on s'approche un peu de la fin, mon cher Fred, mais avant qu'on se projette et puis qu'on réponde à cette question centrale qui habite le podcast, un peu d'actu. L'actu, elle est chez moi, elle est assez compliquée et facile à la fois. C'est-à-dire, c'est compliqué parce qu'en ce moment, on est en construction d'une nouvelle cave, donc qui a commencé il y a 1 mois. On va déménager d'ici 1 an. C'est nouveau chai, nouvelle cave, nouveau stockage pour les vins, nouveau bureau, pressoir. On redémarre d'une page blanche là, à 1 kilomètre du domaine. On avait besoin, on n'a plus de place. Et je pense déjà un peu à la génération d'après. Donc c'est quelque chose que j'ai pensé déjà il y a quelques années. On n'avait pas de terrain à dispo et on m'a vendu un terrain il y a 1 an et hop, c'est parti. Ok, donc quand même grosse actu. Et gros chantier. Ouais, exactement. Parce que mine de rien, c'est beaucoup d'investissement, de plus de son travail, avec tous les aléas d'une construction, des voisins. Donc c'est assez compliqué, quoi. Bon, écoute, j'espère que ce phare 96 t'apportera un peu de réconfort. Je t'invite l'année prochaine, à la même date, et normalement, on sera pas là. Excellent. Allez, j'accepte l'invitation. Bon, les amis, vous connaissez la musique Glouglou, ce que le vin dit de nous. On cherche à savoir, qu'est-ce que le vin peut bien raconter de nous montrer de notre personnalité, de qui nous sommes vraiment, au fond. Et puis surtout, le désacraliser, parce que le monde du vin est merveilleux, on peut en parler sur toutes ses formes. Il y a plein de choses à dire sur le vin, et surtout, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Fred, je te remercie infiniment de me recevoir. C'est moi, Pierre. De faire confiance à ce projet, à cette petite aventure récréative. Mais la récréation, c'est du sérieux. C'était ma première.
pour un podcast, donc tu vois, je savais pas trop comment ça allait se passer. J'ai trouvé ça assez sympa. Bon, je te remercie. Mais c'est cool, t'as été courageux du coup. J'ai été courageux, hein. Ça fait 2 nuits que je dors pas. Mais bon, là, ça va mieux, là. Allez, les amis, c'est l'heure de la question. Pas coquine, Fred. Mince. Jingle. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Fred, c'est à présent à toi de répondre à cette question. Qu'est-ce que le vin dit de toi ? Qu'est-ce que le vin peut nous dire de ta personnalité ? Ou qu'est-ce qu'il révèle ? Le vin, il peut révéler ma sensibilité que j'ai au fond de moi. Elle peut révéler aussi ce côté chaleureux que j'ai, ce côté partageur qui est propre à ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez taquin, j'aime bien rigoler, je suis un bon vivant. Mais je suis aussi quelqu'un d'assez introverti dans certains moments, à pas trop parler, à beaucoup cogiter. Je pense que c'est la maturité qui veut ça, aussi avec tous les problèmes, les enfants qui grandissent. Mais j'aime surtout ce côté partage. C'est pas possible de faire un vin sans pouvoir le partager. C'est pas possible d'avoir une cave de Maboule sans pouvoir dire à des potes, venez boire, je vous invite, on va sortir des vins, ça va être super. Pour moi, c'est inconcevable. Donc il y a un peu d'émerveillement dans Bien tout sûr. ça. Et je suis encore émerveillé à mon âge, avec des choses qui me transportent, des gens, des autodidactes qui partaient de rien, d'une page blanche et qui se retrouvent vignerons. Je suis plus sensible à quelqu'un comme ça que quelqu'un qui hérite de vignes et qui en fait pas grand-chose. Ou qui suit machinalement ce que les parents ont fait, il n'y a pas d'avancée. Par contre, quelqu'un qui avait un métier ou qui décide d'être vigneron sans avoir des vignes, sans avoir un historique entre guillemets de génération, 2, 3, 4, 5 générations, ça m'interpelle parce que c'est un métier de passion et je pense que quand on le fait, c'est vraiment qu'on est habité par ça et qu'on aime ça. Un peu d'insouciance aussi. Mais à mort, parce que si on pense à tout ça, on le fait pas, quoi. Donc il faut de l'insouciance. Il faut de l'insouciance et je pense qu'il en faut encore plus maintenant. Même si ça va plus vite, tu vois, on va revenir 2 secondes avec les réseaux sociaux ou des domaines qui démarrent, qui peuvent être stars alors qu'ils n'ont pas fait de vin ou ça va extrêmement vite. Alors qu'avant, ça prenait du temps que dans tous les pays du monde qu'on parle du vigneron, du vin, ça demandait 20, 30, 40 ans. Là maintenant, quelqu'un qui fait du vin, en 2-3 ans, il peut être une star mondiale. Mais il peut aussi redescendre très vite. Donc c'est de l'insouciance quand même, parce que le climat change, le monde change. On voit bien de ce qui s'est passé avec le Covid, où tout peut s'arrêter en 2 secondes, ou sur des catastrophes naturelles. Donc c'est vrai que c'est de l'insouciance. Et l'insouciance, c'est beau. Préservons notre regard d'enfant. Tout à fait. Pour continuer à rêver, pour rester audacieux. Moi, je te souhaite le meilleur, Fred, pour la suite de tes aventures. Et puis, quand même, tu nous as glissé à demi-mot, et le projet va en attester de ce nouveau chai, c'est qu'il y a la future génération qui va suivre. Bien sûr, j'ai 2 filles. J'ai une fille qui est jeune, hein, qui a 16 ans, là, qui va sur 17. On ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Et ma première, Elisa, elle était en école de commerce, elle a fait 2 ans à Reims, 2 ans à Madrid. Là, elle est à Kedge en 5e année pour son master en vin et spiritueux. Elle est en alternance chez NC, donc dans la branche cognac. Donc voilà, on met un point d'interrogation à tout ça et on espère que tout se passera bien d'ici quelques années. Bon, avant que je te confie le micro pour un dernier mot, qui est-ce que tu verrais bien chez Glouglou ? À qui t'aimerais passer le relais ? Le relais, je pourrais le passer à Gérard Courrèges, Domaine Vacelli, en Corse. Eh ben, je te remercie, parce que je serais très heureux de papoter avec Gérard. Par contre, là, il faut que tu prennes l'avion. Ou que tu prennes Adrien Donte, le bateau. Le bateau. Est-ce que je peux prendre le bateau d'Adrien Donte dans l'avion ? Il n'y a pas de problème. Bon, eh ben on s'arrangera comme ça. Gérard, si tu reçois un petit message de Glouglou sur Insta, Glouglou Podcast. D'ailleurs, les amis, merci de continuer à vous abonner.
de plus en plus nombreux, enfin à ma petite échelle, mais en tout cas c'est chouette. Et surtout n'hésitez pas, j'en profite, à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Tu sais, ça sert un peu de référencement. Plus on a de gens abonnés, plus ce format-là, cette petite émission dédiée au vin a de chances d'arriver dans les oreilles, parce que c'est le but. On parle du partage. Bien sûr. C'est quand même ça, le vrai kiff, de pouvoir vous partager ces entretiens, ces rencontres avec des personnalités inspirantes. Fred, j'ai pris énormément de plaisir. C'est gentil, de même. Si tu avais un mot à donner, à dire à nos glouters qui t'écoutent. Écoutez, je vous dirais merci d'avoir écouté ce post. Après, je dirais faites-vous plaisir dans la vie, parce que c'est aussi important de le partager. Et voilà. Moi, je vais suivre tes conseils. Bon, les amis, vous connaissez la musique. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission, mais d'ici là, buvez bon. Toujours. Ciao, ciao. Bisous. Punaise, j'adore cette nouvelle émission sur le vin. Glou, c'est marrant comme nom et je comprends tout. Mange! Pour une fois, je comprends tout. Ah merde! Arrête ton cirque! Spider, glou, spider, glou.